ce que je retiens quand même de vos interventions, ce sont, et vous l'avez prononcé Manon Le Caplin, ce mot, c'est la question des traces, en fait. Nous sommes ici aux archives départementales. Effectivement, pour écrire une histoire, par exemple, du féminisme, ou même une histoire des genres, il faut bien qu'il y ait des traces. Et donc, il faut bien qu'il y ait des gens pour conserver ces traces. Et peut-être qu'on peut commencer déjà sur cet aspect-là, de ces traces que l'on doit conserver. Vous parliez tout à l'heure du catalogue de l'exposition La Musée, qui avait été conçu aussi comme une trace écrite. C'est ce que vous avez prononcé comme mot, une trace écrite, c'est-à-dire pour éviter l'évanescence finalement de ces événements ponctuels qui mettraient en lumière les femmes un jour et puis qui les replongeraient dans la nuit des temps. Voilà. Je suis un peu lyrique, mais peut-être j'ai envie de vous faire intervenir sur ces questions-là. Oui, la question des traces, elle est essentielle quand on est historienne, quand on travaille dans le domaine de la conservation, etc. Et je vais un petit peu dévier de la question parce que ça me fait penser à quelque chose qu'on a entendu récemment pas mal dans le milieu des conservateurs, conservatrices de musées, à savoir... Non, mais en fait, de toute façon, les artistes femmes ou les artistes racisés, parce que merci beaucoup, Nicole Pellegrin, d'avoir permis de mettre ces questions aussi sur la table. Les artistes issus de minorités, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas très longtemps, on nous a dit non, mais de toute façon, des artistes femmes dans le sud de la France dans les années 60, ça n'existe pas. Non, évidemment, ça n'existe pas. Donc, la question des traces et la question des traces écrites et la question de la conservation de ces traces, elle est essentielle, en fait, pour permettre que des discours aussi hallucinants que ceux-ci ne puissent pas être tenus. Voilà, c'est plutôt de l'ordre de l'anecdote que de la grosse réflexion. L'historienne ou les historiens, historiennes ici présents peuvent immédiatement rebondir sur le fait que les femmes sont partout, dans tous les documents, dans le moindre catalogue de livres, dans le moindre inventaire après décès, dans les contrats, dans les journaux. Il suffit de les mettre en valeur, de les sortir. Elles sont là. Et elles sont là en action. Elles sont là pas seulement comme violées, comme martyrisées. Elles sont là aussi comme résistantes, comme écrivaines, épistolières, et toujours en relation avec leurs confrères, compères, agresseurs, etc. Et donc, la question des traces qui nous a beaucoup embarrassés dans les années 80-90, vous faites de l'histoire des femmes avec quoi? Ça revenait sans arrêt. C'est une question ridicule. Des femmes, il y en a partout, y compris dans les ateliers d'artistes. Elles ne sont pas là seulement comme muses, elles ne sont pas là seulement comme modèles, elles sont là comme peintres, et elles sont là surtout comme diffuseuses. Et ce que montre bien la collection à Sainte-Croix, c'est leur rôle comme faiseuse d'estampes, d'images, c'est-à-dire que toute la chaîne de l'art, comme collectionneuses, enfin, j'en oublie, elles sont là. Et en fait, leurs noms, si on les cherche, on les trouve. Peut-être suis-je vieille et radicalement optimiste. N'hésitez pas à vous manifester si vous voulez aussi intervenir dans ce dialogue. Moi, j'ajouterais une autre, je décalerai un tout petit peu la question, puisque comme bibliothécaire, je me pose de manière très forte la question du signalement et donc de la façon dont on accède justement à ces traces que nous conservons dans nos collections. Et on remarque qu'effectivement, accéder à des notices d'autorité, à des figures de femmes que l'on connaît, c'est assez facile. Le travail est fait. En revanche, interroger un corpus par le biais du genre, homme-femme, et on ne parle pas de ce qui doit être interrogé aussi, mais pour lesquels la question n'est même pas posée. Mais déjà, homme-femme, c'est très compliqué. On a rarement cet angle d'attaque. Donc c'est peut-être aussi quelque chose qu'on a à réfléchir aujourd'hui pour aider les historiens qui n'ont plus le temps, on le sait aussi, de défricher systématiquement un corpus, d'avoir un premier angle d'approche dans nos fonds pour les découvrir et puis ensuite à eux de faire leurs recherches. Mais nos instruments de
recherche sont encore, là je parle des bibliothèques, et j'en ai fait vraiment le constat sur les questions des marques de provenance avec la base Bibal que j'ai très rapidement évoquée tout à l'heure, mais c'est la même chose sur les grands catalogues, je ne parle pas des outils de signalement d'archives qu'on a en bibliothèque, on a du mal à approcher les corpus par cette problématique du genre. Juste pour abonder dans le même sens du point de vue des archives, dans la mesure où des femmes dans les archives, il y en a effectivement partout, comme ailleurs. Simplement, effectivement, faire une recherche dans les archives à partir de ce critère de recherche-là, des femmes, rechercher des femmes dans les archives, ça n'est pas si évident que ça, compte tenu de nos propres inventaires. Alors évidemment, dans un fonds comme celui que j'ai présenté, c'est évident, puisque c'est un fonds d'archives d'une femme relatif à des femmes, mais c'est un cas tout à fait exceptionnel dans nos fonds, en fait. Je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais c'est aussi un fonds d'archives qui est assez unique en son genre dans ceux que nous conservons, enfin, unique pour le moment, en tout cas. Je pense à l'ensemble des archives que nous conservons, les archives des institutions que nous conservons, concernent aussi bien des hommes que des femmes, et pourtant les recherches concernant spécifiquement les femmes, effectivement, nécessitent d'importants dépouillements qui ne sont pas évidents à faire compte tenu des inventaires que nous pouvons, de la manière dont ils sont structurés, en tout cas, ce n'est pas si évident que ça, effectivement. Oui. Si tu peux me permettre de rebondir, le problème des autrices qui ont été imprimées est effectivement un problème très très délicat, puisque comme vous le savez tous et toutes, nombre d'autrices jusqu'à une date récente, et encore aujourd'hui d'ailleurs pour certaines, utilisent ou l'anonymat ou le pseudonymat. Le plus bel exemple de notre fameuse Andrée Léo, d'heureuse mémoire, est intéressant, puisque longtemps on a considéré que c'était un romancier ou un activiste, or même que c'est une extraordinaire romancière, et outre son activité dans la commune. Et effectivement, dans les archives que je connais d'Ancien Régime, c'est difficile de retrouver les femmes, mais c'est vrai que c'est faisable. Donc, en réalité, c'est une question de regard. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Voilà. C'est-à-dire que, comme le travail de l'historien, c'est le questionnement, il faut se questionner et avoir les bonnes questions. Et ensuite, on va à la recherche des sources. Se pose néanmoins le problème du repérage des sources, et qui reste partiellement, qui restera probablement partiellement une question. C'est-à-dire qu'on n'arrivera probablement jamais à résoudre intégralement cette non, en matière d'archives, en tout cas, ce ne sera jamais résolu, en fait, puisque les fonds ne sont pas structurés en fonction du genre. Sauf certains d'entre eux, mais en tout cas, dans la plupart des fonds d'archives ne sont pas structurés sous cet angle-là, et donc rechercher la présence des femmes dans des fonds d'archives, ça nécessitera nécessairement, effectivement, toujours, je pense, des travaux de dépouillement importants de la part des historiens qui voudront s'y consacrer. Oui. Là aussi, excusez-moi d'intervenir encore une fois, mais il y a un continent incroyable qui est à peine abordé et qui est exclusivement féminin. Dans notre bonne vieille république laïque, le matrimoine religieux, le matrimoine des religieuses, et Dieu, excusez-moi de blasphémer, sait combien il est abondant dans le dépôt d'archives de la Vienne. Il y a là un continent qui attend toutes vos énergies. Et les femmes en religion sont des artistes, sont des autrices, sont des épistolières, sont des gestionnaires, sont des orantes, bien sûr, sont des théologiennes. Et celles-là, dans notre bon vieux foutu pays, sont largement oubliées des historiens, des historiennes. Et je dois avouer moi-même qu'il n'y a qu'une dizaine d'années que je me suis coltiné ces fonds qui sont absolument prodigieux. Et ici, peut-être devons-nous tous et toutes verser une larme sur ce qui s'est passé cet été à l'abbaye Sainte-Croix et la dispersion, dilapidation peut-être, conservation en ordre bizarre d'un fonds qui était prodigieux et qui remontait
au VIe siècle. Et là, on a laissé passer un matrimoine considérable. Excusez-moi de finir sur cette note pessimiste, mais qui me nappe. Oui. Passer la parole, donc Nicole Bonin. Merci beaucoup. Moi, j'aurais voulu préciser quelque chose à propos du... Comme ça ? J'aurais voulu préciser quelque chose à propos du livre que j'ai coécrit avec Viviane Clarac sur les viols par inceste. C'est un livre qui est dans les médiathèques à Poitiers, mais surtout, il y a un sous-titre et le livre est en 2 parties. Il y a donc, ça s'appelle « De la honte à la colère » et le sous-titre, c'est « Autobiographie concernant les viols par inceste et analyse féministe de ces faits ». Et c'est ce qui change, c'est qu'on a écrit ça entre 1980 et 1984. Et quand on a voulu trouver un éditeur, on l'a fait au départ à compte d'auteur. Et quand on a voulu trouver un éditeur, on nous a dit qu'il n'y avait pas assez de détails. Vous imaginez un peu qu'on ne risquait pas de faire ça avec... et c'était les éditions du Seuil. C'était pas... voilà. Donc, et on l'a fait, et on a sorti ce livre avec l'aide de femmes qui nous ont donné un peu d'argent pour les premiers 500. Ensuite, on en a fait 2000, ensuite on en a fait 3000. Voilà. Et donc je voulais dire que cette analyse féministe, elle est rarissime, non seulement à l'époque, mais même encore une analyse féministe des viols d'enfants, il n'y en a pas beaucoup. Merci beaucoup pour vos interventions, c'était vraiment passionnant. Je voulais juste rebondir sur la question de la trace, justement, parce que c'est vrai que quand on travaille en musée, la trace écrite, on l'a évoqué, et c'est un peu le sujet ici ce soir, est hyper importante, mais la trace première, c'est les œuvres. Et on se rend compte quand on travaille sur les œuvres d'artistes femmes, et notamment sur les femmes qui étaient en couple, parce que beaucoup étaient au sein de couples d'artistes, Nicole, vous l'avez mentionné. On a souvent un rôle de mémorialiste de la femme à l'égard de son mari qui fait qu'elle va transmettre justement le travail de son mari, les archives de son mari et le patrimonialiser, le transmettre à des institutions, mais l'inverse est rarement vrai. Et on se rend compte qu'il y a plus souvent de mécènes et de donatrices au sein des musées que d'artistes et de créatrices. Et je trouve ça très intéressant justement cette oscillation dans la définition du terme matrimoine entre à la fois les œuvres créées par les créatrices, et nous c'est comme ça qu'on l'aborde, en tout cas qu'on l'a abordé avec l'exposition de la musée, mais aussi le matrimoine dans cette notion de transmission, celles qui transmettent. Et celle-ci, en fait, on en parle beaucoup moins. C'est vrai, les mécènes, les collectionneuses, on peut s'appuyer sur les travaux de Julie Verlaine à ce sujet, mais c'est une autre manière d'aborder le matrimoine qui est moins traitée par les musées, en tout cas aujourd'hui. Voilà, c'était juste une... Qui veut réagir Éventuellement sur la question de la transmission, je pense, mais c'est Nicole Bonin qu'il faudrait interroger sur le sujet, mais je peux peut-être me risquer à une première réponse. Le fait de remettre ces archives à un service d'archives, c'est certes pour garder la trace de ce qui a existé, de ce qui a été fait, mais c'est aussi pour nourrir l'action d'autres femmes qui peuvent éventuellement prendre connaissance de ces archives-là pour nourrir leur propre action, leur propre travail. Donc de la même manière que Nicole Bonin a probablement elle-même été nourrie, disons, de l'activisme d'autres femmes qui l'ont précédée à travers les traces qu'elles ont laissées dans des archives ou dans des ouvrages. Donc la conservation des archives, elle est là pour préserver le passé, mais pour transmettre et nourrir l'avenir aussi, de toute façon. C'est valable sans doute aussi bien en musée ou en bibliothèque, de toute façon. Voilà. Peut-être que justement, on peut parler de cette manière de valoriser aussi, en fait, ou d'enrichir les collections et donc de fait de les rendre aussi plus visibles. On enrichit, donc on fait savoir et on communique, comme on le fait ce soir d'ailleurs. C'est un peu l'enjeu aussi de ce genre de soirée, de parler de ça. Et donc, même si Nicole Pellegrin dirait qu'il ne faut pas s'attarder sur un mot comme le matrimoine, qui serait fait pour faire genre, du coup. Il n'est pas de moi ce jeu de mots, mais je l'ai bien aimé.
Mais par contre, continuer à faire connaître, à faire savoir et donc inciter des femmes, les productions en fait, de créatrices, et les inciter à donner ou à faire connaître leurs travaux, c'est peut-être aussi l'enjeu de nos institutions et puis plus largement aussi des historiens, de faire connaître plus largement leurs travaux au grand public. Alors là, je sais que c'est toujours un peu compliqué, mais voilà, c'est ce qu'on essaie de faire notamment ce soir. Est-ce que vous avez, est-ce que vous souhaitez réagir à cet aspect? Allez-y, vous avez un micro devant vous, il faut appuyer sur le bouton. Ok, ce que juste j'avais à cœur de dire, c'était que justement sur ces questions de valorisation de travail des historiens, des historiennes sur ce genre de thématiques, c'est que c'est, à mon grand regret, ce sont toujours principalement des femmes qui s'en occupent tout le temps. C'est ce que Anne-Sophie disait tout à l'heure aussi. Et en fait, c'est un gros problème parce que je trouve que c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que les femmes s'occupent des femmes, mais où sont les hommes, où sont ce qu'il y a entre les deux, ce serait, dans un monde idéal, ce serait bien que les hommes s'emparent aussi de cette question. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Vous avez raison de le mentionner en préparant aussi cette soirée. Quand on regarde dans la littérature, on voit essentiellement des femmes quand même. J'ai regardé la littérature grise de l'Université de Poitiers, ce sont essentiellement des étudiantes, voire quasiment intégralement des étudiantes qui ont travaillé sur ces questions-là. Comment dépasser en fait comment faire que ce sujet ne soit pas un sujet de femmes, entre guillemets, ou travaillé par les femmes, mais plutôt un sujet comme un autre. Nicole Pellegrin, vous allez nous trouver une réponse à cette question. J'ai l'impression que les lignes bougent. Le fait même qu'à cette table dite ronde, nous trouvions un Olivier et un Pierre, je veux dire, c'est très très réjouissant. Et vous n'êtes pas les seuls à travailler avec nous. L'Acier Phare est présidé par un historien, mais c'est vrai que jusqu'à présent, c'était surtout nos étudiants, étaient des étudiantes. Mais il y a toute une série d'enjeux politiques universitaires dont il faudrait débattre. On ne va pas le faire maintenant. Mais là aussi, dans ma jubilation, dans le sentiment de félicité que j'ai essayé d'exprimer au départ, il y a le fait que nous ne sommes plus seuls, nous les femmes, pour le meilleur, quelquefois pour le pire, mais bon, c'est partout pareil. Justement, alors, vous l'avez dit vous-même, Nicole Pellegrin, Manon Le Caplin, vous en avez parlé tout à l'heure par des biais différents, mais vous parliez du devoir, par exemple, social du musée, de valoriser ces productions de femmes. Pardon ? Comme les autres aussi, voilà. Mais justement, ma question, elle était peut-être plus insidieuse, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on vient de dire sur le fait que ce serait que des femmes qui s'intéresseraient à ce sujet-là, est-ce que ça doit être encore une action militante aussi de s'intéresser à cette histoire du genre? Vous avez parlé tout à l'heure, parallèlement à votre travail de recherche, de votre travail de militante aussi, Nicole Pellegrin. Donc, est-ce que quand c'est une femme à la tête d'un musée, le sujet s'impose de lui-même plutôt que quand c'est un homme, voilà. Alors non, parce qu'on voit plein de musées en France qui sont dirigés par des femmes et qui ne traitent absolument pas la question. Je pense que la neutralité n'existe pas, en fait. On parle toujours d'un point de vue situé. Quand on est une femme... je parlais de moi, directrice de musée. Ok, je suis directrice, mais je suis aussi une femme avec mon histoire personnelle, mes convictions personnelles. Et forcément, voilà, ma collègue Camille Belvez est là ce soir, ça infuse dans nos pratiques professionnelles. Donc, certes, je pense qu'il y a plus de femmes, c'est une certitude, qui s'intéressent aux
femmes, parce que, encore une fois, on parle toujours d'un point de vue situé, et ça nous touche sans doute beaucoup plus aussi en tant que femmes, parce qu'on a subi des injustices, parce qu'on a subi des violences, et parce qu'on pense que c'est pas normal et qu'il faut changer les choses. Donc ça infuse nos pratiques professionnelles. Je pense qu'il est aussi difficile parfois de parler de sujets dont on n'est pas toujours concerné au premier chef. En ce moment, au Musée Sainte-Croix, on travaille sur la réécriture de nos discours. Et on a un palier qui s'appelle le palier orientaliste, qui montre des œuvres du 19e siècle, inspirées de tous ces fantasmes orientalistes du 19e siècle. Et parler de ce sujet-là, à l'appui des études décoloniales et postcoloniales, c'est difficile quand on est blanche. Et il y a la question de la légitimité à parler aussi de ces choses-là. Et on y arrive, et on est en train de le faire. Mais il y a une difficulté augmentée, en fait. Voilà, c'est plus facile, en tout cas pour nous, en tant que femmes, de parler de femmes et d'avoir un point de vue qu'on peut considérer comme militant. Personnellement, je ne considère pas que ce soit militant. Je considère que ce soit simplement un devoir de service public, en fait, d'équité, tout simplement. Et je pense qu'en plus, c'est une fausse question de se poser la question du militantisme, dans la mesure où ça fait les choux gras des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce genre d'action. J'ajouterais que si la question du militantisme peut se poser pour un enseignant-chercheur, elle peut difficilement se poser pour nous, conservateurs de bibliothèques ou travaillant enfin, conservateurs du patrimoine, puisqu'on nous demande une certaine neutralité. En parallèle, toutefois, on est très fortement incité, et par les politiques publiques, en général par nos tutelles, nos collectivités, à aller vers plus d'inclusivité. Donc on est quand même dans un contexte qui nous pousse très largement à ouvrir le regard de nos publics et à ne laisser personne de côté. En tout cas, à l'Université de Poitiers, la question de l'inclusivité se pose de manière très très forte. Donc finalement, on n'a presque plus besoin du militantisme, mais on en a eu besoin. Et finalement, tant mieux pour nous, aujourd'hui, conservateurs, qui, bon, comme le dit Manon, avons notre histoire personnelle, mais ne pouvons pas toujours l'exprimer de manière très forte, parce qu'on est dans un contexte qui pousse plus largement à envisager tous les patrimoines et à s'intéresser au parcours de tout un chacun avec sa singularité. Là, c'est un point de vue très très personnel. C'est aussi peut-être parce que voilà, je suis une jeune professionnelle, etc. Mais je pense qu'on a encore énormément de combats à mener et qu'il va falloir se battre très 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 fort dans les années, décennies à venir pour déjà continuer à pouvoir faire ce qu'on fait et surtout contribuer à réduire les injustices qui sont encore aujourd'hui criantes et qui nous entourent en fait, voilà, qui nous entourent, qui sont partout autour de nous et voilà, je pense qu'il nous reste beaucoup de boulot. Ça a été difficile et c'est fragile. Et ça, il faut en avoir bien conscience. Allô, vous m'entendez? Ça va? J'avais une question en particulier à Manon Le Caplin. Quand vous avez diffusé votre PowerPoint, la première image qui est apparue, c'est la construction du musée. Et ça m'a fait penser que vous êtes implanté là où étaient les sœurs de l'abbaye de Sainte-Croix. Et je me dis, c'est marrant que le musée Sainte-Croix, très en pointe, en avant-première sur la valorisation des artistes femmes, soit implanté là où il y avait une abbaye féminine. Donc, et en plus, ça rebondit sur ce que vous disiez tout à l'heure, la fermeture du musée de l'abbaye Sainte-Croix à Saint-Bonneau aujourd'hui. Oui, et le musée Sainte-Croix en tire même son nom, de l'abbaye Sainte-Croix. Et je n'ai pas rebondi tout à l'heure, mais bon, là, vous m'offrez l'occasion de le faire. Effectivement, la communauté de Sainte-Croix est en train de déménager. Et enfin, voilà, le patrimoine, le matrimoine qui était là-bas s'est trouvé en partie dispersé, puisqu'il n'y a pas eu d'institutions en mesure d'accueillir l'intégralité, ou en tout cas de faire le pas d'eux. Et nous non plus, au musée Sainte-Croix, on ne l'a pas fait.
Et voilà, c'est une tristesse, c'est une tristesse inouïe, et une partie de ce patrimoine sera conservée au musée Sainte-Croix, puisqu'on a pris en dépôt un certain nombre de pièces, notamment d'œuvres d'art. Je crois qu'il y en aura peut-être aussi à la médiathèque de Poitiers. Voilà. Il y a eu des dépôts aussi, un dépôt aux archives diocésaines, mais c'est vrai que à côté d'Anne-Sophie, elle et moi, nous sommes des amoureuses des livres, et la bibliothèque a été, je ne sais pas comment dire, vendue, non. Voilà, donnée. Et donnée, non pas en bloc, mais par petits bouts. Donc, elle n'existe plus. Eh bien, je crois que malheureusement, ça sera le mot de la fin. Ce mot de « elle n'existe plus ». Je suis désolé de conclure sur ces mots-là, en remerciant néanmoins toutes nos intervenantes et notre intervenant de ce soir pour cette soirée qui était, à mon sens, très très riche et très intéressante.